Dans son livre BDS, Omar Barghouti, le président de la campagne mondiale de boycott anti-israélienne, affirme l'idée que les Juifs ont un droit naturel et historique sur la Palestine est non seulement absurde, mais elle est aussi raciste et colonialiste. Comme Omar Barghouti, nombreux sont ceux qui aujourd'hui minimisent ou nient le lien historique entre le peuple juif et la terre d'Israël, pour mieux délégitimer le sionisme, à savoir le droit des Juifs à retrouver leur souveraineté sur leur terre ancestrale. Dans la même veine, certains n'hésitent pas à réduire l'histoire juive à un simple fantasme légendaire, religieusement fabriqué de toutes pièces par un peuple en manque de racines. Mais de racines, les Juifs n'ont pas besoin d'en inventer. Elles imprègnent leur terre natale de ces vestiges qui attestent d'un passé illustre et qui nous invitent à apporter notre pierre à l'édifice de cette histoire plurimillénaire. Alors pour vous, nous avons sélectionné 5 témoignages archéologiques édifiants du lien historique entre le peuple juif et la terre d'Israël. Numéro 5. Dans les galeries du musée égyptien du Caire repose une stèle vieille de plusieurs milliers d'années. C'est la stèle funéraire du pharaon Meremta. Datée du XIIIe siècle avant notre ère, cette imposante dalle de granit gravée de hiéroglyphes porte au pinacle les exploits militaires de Meremta, le successeur au trône du célèbre pharaon Ramsès II. Ce vestige rend hommage à la puissance de l'Égypte antique et dresse une liste de peuplades voisines vaincues et asservies sous le règne du jeune pharaon. Et c'est précisément là que la stèle révèle son plus grand mérite. Si le texte relate principalement les victoires égyptiennes sur les anciens Libyens, sa conclusion évoque une autre campagne menée en terre de Canaan, qui faisait alors partie des possessions impériales de l'Égypte. À la 27e ligne hiéroglyphique, l'égyptologue Spiegelberg déchiffre en 1897 le récit suivant. Canaan fut purgée de tout ce qu'elle avait de mal. Ashkelon fut capturée, Gézer conquise, Yénoam effacé de l'histoire, et Israël vaincu. Sa descendance même n'est plus. Ces quelques mots sont à ce jour la plus vieille preuve archéologique de l'existence d'un peuple nommé Israël. De ce récit peuvent être tirées 3 conclusions historiques majeures. Premièrement, le peuple d'Israël existe de manière vérifiable depuis au moins le XIIIe siècle avant notre ère. Par ailleurs, on sait que dès son apparition, il est associé à la région du Levant. Enfin, on comprend qu'aussi glorieux que fut Meremta, ses scribes se sont de toute évidence trompés, car 33 siècles plus tard, la descendance d'Israël est plus que jamais une réalité. Numéro 4. Dans l'histoire juive, peu de figures ont acquis le prestige du roi David. Pendant longtemps, lui et son antique royaume unifié d'Israël étaient vus par les historiens comme une fable folklorique, imaginée bien plus tard par des rédacteurs juifs soucieux de créer le récit d'un âge d'or israélite, un peu comme ce que la légende du roi Arthur fut aux Anglais. Mais en 1993, une équipe d'archéologues israéliens découvre dans le nord d'Israël 2 fragments d'une même stèle contenant une inscription sémitique commémorant la victoire d'un roi araméen sur, je cite, la Beit David, la maison de David. C'est la stèle de Tel Dan. Pour la première fois, un support matériel remontant au 9e siècle avant JC atteste de l'existence d'une dynastie royale répondant du nom de David. Cette découverte produit une onde de choc dans le monde de l'histoire antique, et à l'aune de celle-ci sont réexaminés d'autres vestiges déjà documentés, comme la stèle du roi moabite Mécha, sur laquelle on trouve une formule similaire. Mais encore faut-il prouver l'existence d'un royaume unifié remontant à cette époque. Une fois de plus, la Bible recèle d'indices. Le premier livre des rois rapporte que durant son règne, le roi Salomon, le fils de David, se lance dans la fortification de 3 villes, Hatzor, Megiddo et Gézer. En 1958, l'archéologue israélien Yigael Yadin se rend sur ces 3 cités antiques et s'aperçoit d'une chose stupéfiante. Hatzor, Megiddo et Gézer sont toutes pourvues d'une imposante porte de pierre à triple tenaille construite selon la même architecture. Après des examens chronologiques, les experts sont arrivés à dater ces 3 portes entre le 10e et le 9e siècle avant JC. Même époque, même architecte, et donc un même pouvoir central à l'initiative de telles constructions. Il s'agit là d'un royaume qui remonte à la même époque que celle du royaume d'Israël. Numéro 3. Imaginez que l'on puisse voir à quoi ressemblaient les Juifs de l'époque biblique. Je ne vous parle pas là d'une reconstitution à l'intelligence artificielle, mais bien d'un privilège que nous offre le British Museum de Londres. Dans son département consacré à l'Antiquité proche-orientale, sont exposés des bas-reliefs trouvés dans l'ancien palais de la ville antique de Ninive, en actuel Irak. Ces sculptures dessinent avec précision un événement dramatique bien connu dans la Bible.
le siège de la cité juive de Lachish. En moins 701, le roi assyrien Sennachérib lance une campagne militaire contre le royaume de Juda, l'un des deux États hébreux nés de la scission du royaume unifié d'Israël. La ville de Lachish y occupe une position stratégique sur la route vers Jérusalem et un obstacle important à l'invasion assyrienne. Les troupes de Sennachérib assiègent la ville et construisent une rampe massive pour préparer l'attaque. Alors que leurs approvisionnements sont coupés, les Juifs de Lachish se retrouvent pris au piège. Les Assyriens lancent l'assaut et font tomber une pluie de flèches et de pierres sur la ville. Puis, au moyen de béliers de guerre, finissent par percer ses remparts. Les soldats juifs seront tués et la population déportée. Probablement aucun événement biblique n'est mieux soutenu par l'archéologie que le siège de Lachish. La rampe y est encore visible, les pointes de flèches exposées au musée de Lachish et les bas-reliefs assyriens continuent quant à eux de fasciner les passionnés d'histoire antique. Numéro 2. Au tournant du IVe siècle avant JC, la plupart des empires ont déjà adopté leur propre monnaie. Au-delà d'un simple outil financier, elle permet au pouvoir d'étaler leur puissance au moyen de pièces forgées à la gloire de leur royaume. Très vite, battre sa propre monnaie devient synonyme d'autorité économique et donc de souveraineté. C'est donc sans surprise que les Juifs de l'Antiquité, trop longtemps soumis à des puissances étrangères, ne manquent pas de frapper leurs propres pièces dès que l'occasion leur en est donnée. Des pièces que l'on retrouve dans la plupart des sites archéologiques étudiés en Israël. Prenez cette pièce que l'on appelle pruta. À l'époque hasmonéenne, il y a 23 siècles, cette petite pièce valait à peine le 10e d'une miche de pain. À y regarder de plus près, on peut y déchiffrer des lettres proto-hébraïques qui forment les mots Yohanan HaKohen Gadol Vechaver Yehudim, qu'on peut traduire par Yohanan le grand prêtre, président du Conseil des Juifs. Il s'agit là d'une pièce battue sous le règne du prince juif Yohanan Hyrcanos, en français Jean Hyrcan, qui ne fut ni plus ni moins que le neveu de Juda Maccabée, le héros de l'histoire de Hanouka. À la dynastie juive des Hasmonéens succède l'occupation romaine qui se caractérise par une forte soumission des indigènes hébreux. En l'an 66, les taxes et la répression imposées par le gouverneur romain Gessius Florus met le feu aux poudres et déclenche la grande révolte des Juifs contre les Romains. Pendant 7 ans, les Juifs se battent sans relâche pour renverser l'occupation romaine et ainsi regagner leur indépendance. À l'apogée de leur reconquête, les forces juives reprennent l'émission d'une monnaie nationale à la gloire de la révolte, comme en atteste par exemple cette pièce de bronze sur laquelle on peut déchiffrer l'indication en 2, soit la 2e année de la révolte, et Cherut Sion, qui signifie liberté pour Sion, et ce, 2000 ans avant que l'on entende parler du sionisme politique. En 1948, les Juifs retrouvent leur indépendance et en 1980, le gouvernement israélien décide enfin de renouer avec le shekel et certains de ses symboles héraldiques, comme la double corne d'abondance, la fleur de lys ou encore le trigramme Yud Hei Dalet, les initiales paléo-hébraïques du royaume de Juda. Numéro 1. Certains monuments représentent bien plus qu'un simple assemblage de bois et de pierre. Ils sont au peuple qui les ont érigés ce que le cœur est au corps. À eux seuls, ils font la synthèse historique, culturelle et spirituelle des nations. Ils témoignent de leur grandeur et trônent dans leurs cités tels des noyaux autour desquels gravite l'âme de leur passé. Rome a son Colisée, la Chine sa grande muraille, les Français Notre-Dame et les Arabes la grande mosquée de la Mecque. Le cœur des Juifs n'a quant à lui jamais battu en direction que d'un seul lieu, le mont du Temple à Jérusalem. Entre le mont des Oliviers et le mont Sion se dresse le mont Moria, une colline qui converge en un sommet rocheux ô combien important, le rocher de la fondation. Il s'agit de la pierre d'assise du Saint des Saints, le lieu où le premier juif, Abraham, a manqué de sacrifier son fils Isaac. C'est dans la tradition juive le premier élément de l'univers, le point de jonction entre les cieux et la terre, l'endroit le plus sacré au monde. C'est sur cette cime que le roi Salomon construisit le premier temple de Jérusalem il y a 3000 ans. Dans le sanctuaire, le rocher constituait le socle sur lequel reposait l'arche d'alliance, le coffre doré renfermant les tables de la loi données par Dieu à Moïse. La sacralité du lieu fut telle que seul le grand prêtre d'Israël était autorisé à en pénétrer l'enceinte, et ce, une seule fois par an, le jour de Kippour. En moins 586, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, fait détruire le temple et expulse les Juifs de la terre d'Israël. Il faudra attendre l'avènement de l'Empire perse pour qu'il soit permis aux Juifs de revenir à Sion et de reconstruire leur temple.
Puis, au 1er siècle avant JC, la Judée est gouvernée par un certain Hérode, l'extravagant roi juif inféodé à Rome qui se démarque par une folie bâtisseuse qui transformera le paysage hébreu. On lui doit par exemple la forteresse de Massada, le forum romain de Césarée ou encore le tombeau des patriarches à Hébron. Mais aucun de ces exploits architecturaux n'égale la restauration qu'il fit du second temple de Jérusalem. Pour mener à bien son entreprise monumentale, il fait le pari fou d'enfermer le mont Moria par 4 murs immenses érigés avec des blocs de pierre colossaux. Ces murs soutiennent une esplanade géante sur laquelle s'élève une merveille faite de marbre blanc et d'or, le temple de Jérusalem. La tradition juive assure que quiconque n'a jamais contemplé le temple d'Hérode n'a jamais vu de bel édifice de sa vie. Malheureusement, il sera à son tour détruit par le général romain Titus en l'an 70, puis sera profané au 7e siècle par les conquérants arabes qui construiront un dôme islamique sur le rocher sacré afin d'asseoir stratégiquement la suprématie de l'islam sur la cité juive. Aujourd'hui, il reste du sanctuaire hérodien 3 des 4 murs de soutènement ainsi que l'esplanade. Mais ironie de l'histoire, les seuls à voir leur pèlerinage entravé sur ce lieu par la tutelle islamique, ce sont les descendants de ceux qui l'ont construit et consacré, à savoir les Juifs. C'est l'équivalent historique et religieux d'une maison dont un squatteur interdirait l'accès à son propriétaire. Parfois, le sol vaut plus que les mots. Les Juifs n'ont pas inventé de passé légendaire en terre d'Israël. Ils en ont été arrachés et ont mis 2000 ans pour la faire renaître. À ceux qui affirment le contraire, je n'ai qu'une chose à dire, creusez.